Bonjour à toutes et à tous. En cette rentrée, vous êtes nombreux à avoir manifesté votre intérêt pour cet événement autour d'Augmented Sales avec l'IA comme catalyseur de la transformation commerciale. On vous remercie évidemment pour ça. On va parler aujourd'hui de l'IA au service des forces de vente, l'IA à l'heure des forces commerciales et des agents avec les différentes parties prenantes autour de cette table. Donc pour ma part, je suis Olivier Folk, je suis directeur en charge de l'offre CRM chez Bearing Point. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire et il s'annonce d'emblée passionnant, riche en enseignements, avec un beau panel d'intervenants autour de moi. Au menu décryptage, partage des tendances qu'on observe à travers différentes études et chez nos clients, un échange à bâton rompu avec deux acteurs clés, l'un industriel, l'autre dans le secteur public, autour de l'IA, de l'innovation et de partage de cette vision des enjeux autour des forces commerciales dans ces deux secteurs d'activité essentiels. Et puis enfin, un partage avec l'éditeur Salesforce, qui est un leader du CRM, un partage de vision, un partage de technologie, qui propose aujourd'hui une IA, cet interlocuteur, avec une intégration dans l'ensemble des étapes du parcours commercial. Cet événement, il vous est proposé par Bearing Point. Bearing Point, c'est un cabinet de conseil mondial aux racines européennes. Aujourd'hui, nos 6000 collaborateurs accompagnent leurs clients dans l'ensemble de leur transformation. Parmi ces 6000 collaborateurs, on retrouve 500 experts de la vente et de la transformation commerciale regroupés dans un centre d'excellence. Et ces 500 experts accompagnent au quotidien nos clients dans chacune des étapes de leur transformation. Et cette transformation commerciale, nous, on a l'habitude de dire qu'elle tient sur deux jambes. Une première jambe qui est la jambe autour de l'offre, avec des missions de conseil et d'accompagnement autour de la refonte des offres, des stratégies d'offres, jusqu'à du pricing stratégique et opérationnel. Et puis la deuxième jambe de cette transformation commerciale, c'est l'exécution commerciale, avec l'excellence commerciale des forces de vente, les parcours, les processus, mais également les outils au service des forces de vente, notamment au cœur de tout ça, le CRM. On fait tout ça dans des secteurs d'activité extrêmement variés, dans des modèles B2B, B2C complets, avec l'ensemble des modèles, on aura l'occasion d'en parler avec les différents acteurs autour de cette table, des modèles de vente intermédiaires, du B2B2C et l'ensemble des problématiques que peuvent rencontrer dans une logique de performance commerciale et d'excellence commerciale ces acteurs de marché. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de 4 intervenants prestigieux. Laurence Borgard, vous êtes directrice de la transformation IA chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Merci Laurence d'avoir accepté l'invitation. Olivier Dupuis, vous êtes directeur de la transformation IA à l'AFPA. L'AFPA, c'est l'agence de formation professionnelle des adultes. Vous êtes le premier organisme de formation en France avec un retour d'expérience qui va également beaucoup nous passionner. Merci beaucoup Olivier. Julien, vous êtes directeur commercial en charge des ventes et du revenu chez l'éditeur Salesforce, éditeur américain, qui viendra aujourd'hui témoigner de sa feuille de route et de la transformation IA qui va pouvoir aider ses équipes commerciales à devenir réalité. Et puis enfin, Cyprien Dourster, vous êtes senior manager chez Bearing Point, en charge de notre offre excellence commerciale et IA. Un sujet au cœur de ce webinaire d'aujourd'hui et un sujet aussi au cœur de l'actualité. On a plaisir à rappeler que l'intelligence artificielle au service du service client, du customer care, a fait l'objet d'énormément d'études et d'offres spécialisées. Aujourd'hui, on a la chance d'avancer dans les réflexions et d'être à l'avant-garde sur la transformation, cette fois-ci des équipes commerciales, en relation directe avec les clients, autour d'un partage de cette offre, des tendances, des études Bearing Point et des études de marché. Un tout petit mot sur l'agenda qui laissera à la fin la part belle à vos questions qu'on collecte en ce moment dans le fil d'échange. Je vous invite d'ailleurs à continuer à nous poser vos questions sur lesquelles on se fera un plaisir tous les 5 à répondre à la fin de l'échange. On va démarrer par des éléments autour de l'Augmented Sales avec des définitions et la maturité du marché en donnant le micro à Cyprien. On aura ensuite un échange à bâton rompu avec Laurence et Olivier sur les ventes et l'IA et la vision de vos deux entreprises dans des secteurs d'activité différents, points communs et divergences. Et enfin, on aura la vision de l'éditeur Salesforce sur l'accélération que propose la technologie actuelle dans les CRM pour aider ces forces commerciales à se transformer.
Je passe le micro à Cyprien. Bienvenue, bonjour. Et quelques minutes ensemble sur Augmented Sales aujourd'hui. Merci Olivier. Effectivement, je vais donner un petit peu de contexte et de structure à notre échange. J'ai la chance de porter au sein du cabinet nos offres sur l'excellence commerciale. Je discute avec un grand nombre d'entreprises qui sont en train de se transformer avec l'intelligence artificielle, par l'intelligence artificielle. Au-delà des échanges que je peux avoir au quotidien, on a aussi réalisé une étude Bearing Point que je vous présente tout de suite, à laquelle vous pourrez vous référer, qui projette les améliorations et les impacts de l'IA sur les fonctions vente et marketing à 2028. Une étude réalisée en interviewant près de 700 décideurs C-level dans le monde entier, puisqu'on a des gens issus de l'Europe, des US, mais également de l'Asie au sein de cette étude. Et des chiffres très intéressants, par exemple 70% des leaders de leur segment, les entreprises qui surperforment leur segment de marché, déclarent que l'IA doit être investie en priorité sur la relation client, l'expérience de leurs clients et l'expérience des consommateurs. On va faire un petit zoom aujourd'hui ensemble dans cette vaste étude sur quelques concepts et les raisons qui font que les entreprises se lancent dans des projets de transformation par l'IA, en particulier dans les fonctions de vente, particulièrement dans le B2B et pour l'amélioration de l'excellence commerciale. On parlera moins dans ces éléments que je vais vous montrer de l'amélioration de l'offre, même si tous ces sujets sont extrêmement connectés et dynamiques entre eux. Quand on parle de marketing, on parle de vente. Quand on parle de vente, on parle de marketing. Le premier levier, qui est peut-être celui qui est cité le plus souvent, c'est l'IA pour agir au bon moment, pour être au bon rythme, pour arrêter de parler de cycle long et de cycle court dans la vente, et au contraire privilégier le cycle du client, qui en fonction de son contexte peut avoir besoin d'une réponse extrêmement rapide. Aujourd'hui, les dispositifs d'IA, quand ils sont mis à disposition des vendeurs, permettent une ultra-réactivité et permettent d'éviter les relances au cas où, au petit bonheur la chance, le commercial qui avait noté sur son carnet « tiens, peut-être dans 6 mois, il y aura un projet ». On réussit à réduire cet aspect pêche à la ligne et être beaucoup plus précis dans les relances. Quand on couple ces dispositifs-là avec de l'IoT, comme on le voit beaucoup chez des industriels et des manufactureurs, on réussit à être extrêmement précis dans la proposition de valeur par rapport à de la maintenance ou du renouvellement de matériel. Le deuxième élément qui est fondamental lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est la place de l'humain. Et étonnamment, je dirais, beaucoup d'équipes de vente qui se lancent dans l'IA souhaitent retrouver une part belle à l'humain. On le verra dans un instant, on est pour beaucoup débordé par des tâches administratives. Celles-ci peuvent être réduites au maximum grâce à l'intelligence artificielle, ce qui permet de recentrer le temps à forte valeur, le temps humain, le temps que vous passez face à votre client avec un café à la main. On est capable d'augmenter ce temps-là, réduire ce qu'on appelle le temps rouge vendeur, mais aussi mieux préparer les interactions, avec du coaching par exemple, pour s'assurer que la demi-heure qu'on a avec son client en face à face a été préparée au mieux, et quelle que soit l'expérience du vendeur, il en aura tiré le maximum possible. C'est le deuxième levier. Le troisième levier, libérer la démarche commerciale. Aujourd'hui, on parlait de la pression qui est mise sur les vendeurs pour réaliser énormément de choses, notamment administratives, parfois répondre à des complaintes des clients sur des dysfonctionnements. Ils considèrent que ce n'est pas dans leur périmètre. On retrouve le même parallélisme avec les autres équipes. Par exemple, quand on parle des équipes de call center, les centres de relations clients sont de plus en plus souvent mis à contribution pour les éléments commerciaux. L'IA permet de booster, de renforcer, de rassurer des équipes téléphonie qui ont l'habitude culturellement de répondre à des demandes clients, d'initier une démarche commerciale, parce qu'ils ont les bons éléments de langage, parce qu'ils sont confiants sur le fait que c'est le bon moment. Ça s'applique aux équipes de call center, ça peut s'appliquer à tout un tas d'équipes également qui n'ont pas de fonction première sur la vente. Par là, on démultiplie les moments de vente potentiels.
Le quatrième élément, c'est la création d'offres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, on imagine très bien avec l'IA la possibilité d'aller dans une hyper-personnalisation et la limite de calcul que peut avoir un commercial face à sa feuille pour répondre aux clients est démultipliée par les agents IA qui peuvent explorer toute la créativité, mais aussi aller chercher en interne des éléments qui pourraient permettre, pour des raisons logistiques, pour des raisons de gestion de stock, d'être encore plus pertinent au bon moment face aux clients et démultiplier quelque part la vision qu'a le vendeur sur les éléments internes pour préparer la meilleure offre. Le dernier point, c'est l'automatisation. Évidemment, l'IA permet de gérer tout de bout en bout. On parle de e-commerce plus dans certains cas. L'aspect intéressant des clients qui viennent nous voir avec cette démarche-là, c'est qu'ils nous disent « moi j'aimerais bien aussi que mon client soit mieux préparé. Non seulement mon vendeur doit être bien préparé à un échange humain, mais je vois une valeur à ce que mon client soit bien préparé, qu'il ait fait lui-même sa configuration, qu'il ait exploré mieux, plus intelligemment le catalogue, qu'il ait une première idée des prix catalogue et des éléments de négociation, des leviers sur lesquels on va pouvoir discuter. La discussion n'en sera que plus valorisante pour les deux parties, et ça doit se faire avec des outils, un accompagnement, éventuellement des agents qui accompagnent les clients lors de leur première démarche. Ces 5 leviers sont extrêmement concrets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les mesure toujours à l'aune des critères et des KPI, des fonctions de vente, taux de transformation, part de portefeuille, chiffre d'affaires réalisé, taux de rotation des clients. Tous ces éléments-là, ces 5 piliers, viennent contribuer directement au KPI des fonctions de vente. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut commencer par quelque part. Et je vous propose un exercice assez facile quand il est guidé de se demander où en est mon équipe de vente. Avec un modèle très progressif, et on va le voir qui va assez loin, d'une équipe de vente traditionnelle à une équipe de vente qu'on va appeler automatisée, où la force de vente est complètement automatisée. Première étape, équipe de vente traditionnelle, on considère que leur périmètre d'activité, c'est l'ensemble des activités de vente avec une part importante de l'administratif. Le plus, la surperformance, on mesure la performance d'une équipe comme celle-là à l'organisation de chacun des vendeurs et il y a une prime à l'intuition et à l'expérience de chacun des collaborateurs. C'est ça qui fait qu'un vendeur va avoir plus de succès qu'un collègue. Et on va voir qu'on peut faire évoluer une équipe qu'on considère aujourd'hui traditionnelle avec une forte pression de l'administratif vers une équipe augmentée qui continue d'avoir les mêmes activités mais pour lesquelles l'administratif est allégé grâce à l'IA. On chasse l'inefficacité et on mesure de l'efficacité personnelle beaucoup plus finement. On réussit à avoir des équipes de vente extrêmement industrialisées. L'étape suivante, c'est les équipes de vente intelligentes qui non seulement ont réduit au maximum les tâches à faible valeur ajoutée, mais qui aussi priorisent dans leur journée ce qui a le plus d'intérêt, une opportunité qui a plus de chances, qui est mieux scorée, qui va tomber à court terme, qui rapporte plus d'argent à l'entreprise, va être priorisée dans ma journée, dans ma semaine par rapport à une autre, et je suis aidé dans ce choix-là. Une équipe hybride, une force de vente hybride, c'est une force de vente où on considère que quasiment l'ensemble des activités du quotidien du vendeur pourraient, s'il le souhaitait, être déléguées à un agent, que ce soit la navigation du catalogue, quelques éléments de négociation, des allers-retours sur de la prise de rendez-vous, de la demande d'informations, etc. L'humain fait un réel choix et dit « je choisis de laisser tel client en autonomie pendant quelques jours ou quelques semaines et je choisis d'investir du temps sur un autre client parce qu'il y a un risque de churn, parce que j'ai eu des échos négatifs ou positifs, ou tout simplement parce que je considère que l'opportunité a plus de valeur. » L'étape ultime, c'est l'automatisation, où on est dans un modèle qu'aujourd'hui, très peu de clients évoquent, on va être clair là-dessus, mais qui a besoin d'exister pour se projeter au maximum. Le modèle 100% automatisé, où au final, seuls les clients VIP ont l'assistance d'un humain et on est dans un modèle quasiment e-commerce grand public, où les clients pourraient être autonomes de A à Z.
Très facile de se projeter sur chacune de vos équipes, chacune de nos équipes quand on fait l'exercice pour se dire où est-ce qu'on est traditionnel, augmenté, intelligent, et voir où est-ce qu'on est à l'aise à court terme pour amener le niveau de maturité de chacune des équipes. Ce modèle s'applique évidemment aux équipes commerciales, mais il va avoir une influence sur les responsables de vente, sur la direction des ventes, sur les revenue operations, sales operations, l'ensemble de l'équipe en tant que telle, puisque sur les modèles hybrides et automatisés, on parle vraiment de performance de l'équipe et beaucoup moins de performance individuelle sur de la vente. Je termine mon propos en mettant en face de chacun des niveaux de maturité qu'on vient de voir les éléments technologiques, avec le présupposé qu'une équipe traditionnelle, le mot traditionnel est un peu dur et un peu provocateur évidemment, une équipe traditionnelle aujourd'hui est bien outillée. Ils ont leur stack technologique qui permet de gérer des comptes, des clients, des opportunités, de faire un peu de marketing, faire du dashboarding, de faire de la prévision de vente. Certains modules sont absents, peut-être d'autres sont renforcés, mais en tout cas, c'est l'état de l'art moyen qu'on trouve dans une grande entreprise aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire, une fois que ce stack-là, traditionnel entre guillemets, est bien en place, comment est-ce qu'on l'augmente? Et on voit les idées roses sur les post-it roses à droite de l'écran qui permettent d'aller vers de l'augmenter, d'aller vers une force de vente intelligente, sans forcément tomber dans le piège d'un POC ou d'une initiative peut-être trop coûteuse, mais séduisante, qui serait tout de suite plutôt de nature automatisée, trop ambitieuse et qui ne serait pas viable au final dans l'organisation. Il vaut mieux y aller étape par étape et de façon concertée. Je pense que ces éléments-là et cette structure vont nous aider aussi dans l'échange et on va illustrer tous ces éléments-là avec les témoignages clients. Merci beaucoup Cyprien, très intéressant, très bonne transition sur cette partie d'échange avec Laurence et Olivier. On se posera la question, traditionnel, augmenté, intelligent, hybride, où en est-on? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Et qu'est-ce qu'on souhaite développer à l'avenir? Tout en gardant, et ça j'ai bien noté, la part belle à l'humain, pour moi ça reste un des axes essentiels, surtout dans la vente. Les problématiques sont peut-être un petit peu différentes dans le service client ou dans d'autres secteurs d'activité, mais la vente, dans les business que vous représentez chacun, Laurence et Olivier, je pense qu'on va se dire que cette part belle à l'humain a encore de beaux jours devant elle. Laurence, merci beaucoup à nouveau de nous avoir rejoints. Je vais vous laisser vous présenter, puis présenter votre rôle chez Saint-Gobain, ainsi que les initiatives que vous portez aujourd'hui en interne, avec potentiellement les difficultés, mais aussi les bénéfices que vous en avez tirés jusqu'ici. Et puis tout ce que vous pourrez nous dire à propos de votre feuille de route. Aucun secret industriel ici, évidemment, mais pour inspirer l'ensemble de nos interlocuteurs et de nos spectateurs sur ce qu'une entreprise comme Saint-Gobain est capable de projeter à l'avenir pour ses forces commerciales. Merci Olivier pour l'introduction. Donc, bonjour à tous. Effectivement, Laurence Beauregard, donc, je suis directrice de la transformation IA chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Donc, je vais l'appeler SGDBF par son petit nom pour la suite parce que c'est un petit peu long. Donc, c'est la branche distribution France du groupe Saint-Gobain, qui a aussi, lui, une branche industrielle. Et la branche distribution, vous connaissez peut-être mieux sous le nom de ses enseignes. Donc, Point P, la plateforme du bâtiment pour les enseignes généralistes et CDO, une de nos enseignes spécialisées sur le sanitaire chauffage. Donc, nous sommes leaders donc, dans le négoce et la distribution des matériaux de construction. Et donc, effectivement, mon rôle à moi, c'est d'identifier les leviers d'impact de l'IA sur l'ensemble de nos métiers, donc que ce soit la supply, la log, pricing, marketing, vente, évidemment, en font partie. Je dirais une nouvelle dynamique d'autant plus, pour nous en tout cas, sur le marketing-vente depuis l'arrivée de la générative AI. L'IA n'est pas nouveau chez SGDBF, on travaille depuis plusieurs années avec une équipe data science sur des algorithmes principalement d'IA prédictive, donc typiquement un exemple sur la supply avec la prédiction de délais fournisseurs. Donc ça, c'est effectivement, on va optimiser nos stocks par rapport à nos niveaux de stock sécurité, notre taux de service. Et on impacte évidemment notre performance commerciale parce que ça nous permet aussi de donner une meilleure promesse
à nos clients sur le délai et du coup à nos forces commerciales. Mais on était vraiment plus sur améliorer la performance commerciale. Maintenant, la force commerciale, on le mentionnait tout à l'heure, par exemple le churn, donc c'est effectivement pas nouveau, pareil aussi de l'IA prédictive sur le churn. Et ce cas-là est intéressant parce qu'on l'avait déjà déployé, on déploie un algorithme de churn, de risque de départ à nos forces de vente, mais force est de constater qu'en fait il n'est pas vraiment utilisé, il est utilisé parfois, mais voilà. Et en fait pourquoi ? Parce qu'il n'est pas vraiment actionnable. Si un algo me dit je pense que ce client est à risque de départ, mais si on n'est pas capable après d'expliquer au commercial pourquoi et du coup quel est le pitch qu'il doit adresser, et en fait c'est pas très actionnable. Donc maintenant on passe à une nouvelle étape où effectivement une nouvelle feuille de route où on devient vraiment plus actionnable sur les forces commerciales et c'est ça qui rend cette verticale super intéressante. Du prédictif au génératif, entre guillemets. Je rappelle les 3 vagues, ce qu'on associe en termes de marché aux vagues de l'IA. Après, c'est toujours débattable, mais une IA prédictive qui a plusieurs années, voire même une dizaine d'années de maturité. Une IA générative qui, sur la base des prédictions, est capable de générer des actions, et c'est à peu près ce que vous évoquiez, Laurence, c'est de passer à l'étape d'après, de générer des activités, de générer des réactions, de générer des prises de rendez-vous, jusqu'à l'IA des agents aujourd'hui, qui est offerte par le marché et les technologies, où on embarque cette capacité de prédiction, cette capacité de génération, cette capacité de mélange de données, une base de données extrêmement complexe de partout, pour aider à générer et à prédire et à devenir l'agent au quotidien au service des forces commerciales. Vous vous qualifieriez plutôt de traditionnel, augmenté, intelligent, hybride, au moins augmenté, j'ai l'impression, dans ce que vous nous dites. Alors, je dirais qu'on commence sur la partie augmentée au niveau des forces commerciales. Voilà, les verticales métiers sont effectivement pas forcément au même niveau de maturité, mais sur les forces commerciales, on se met vraiment en ordre de marche là, de façon très active pour, à horizon début 2026, être augmenté, je dirais. Avec un choix stratégique sur des cas d'usage porteurs de valeur. Merci beaucoup, Laurence. Je me retourne vers vous, Olivier Dupuis. Vous êtes, je vais surtout vous laisser vous présenter, bien entendu. Présenter l'AFPA et puis où vous en êtes dans votre réflexion autour de l'IA dans cet organisme public, si je peux dire ainsi, privé, public, un EPIC. Vous allez nous dire, Olivier, je vous laisse le micro. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour à toutes, merci. Effectivement, un EPIC, c'est un établissement public industriel et commercial. Donc, on a 2 jambes, une jambe publique et une jambe privée. Donc, nous sommes de statut privé, mais on a une forme de mission de service public qui donne un rôle un peu particulier à cette agence. Agence créée après-guerre, avec un rôle qui lui a été confié assez simple, mais assez ambitieux, accompagner la reconstruction du pays. Donc, juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors, évidemment, on a un peu évolué depuis, mais notre ADN reste les métiers, alors on aime bien le dire, de l'intelligence du geste. Donc, on est beaucoup sur des métiers manuels, si on le dit plus basiquement, mais il y a cette forme de la noblesse du geste qui est importante, et donc on forme à peu près de 250 métiers. L'AFPA en France est un réseau, on est implanté dans toutes les régions de France, c'est 5000 collaborateurs, et on accompagne à peu près peu ou prou chaque année. On accompagne et on forme, parce qu'on ne fait pas que de la formation, on a aussi des missions d'accompagnement des personnes, près de 150 000 personnes par an. Nous, il y a un peu alors mon rôle, c'est directeur de projet IA. Alors je pourrais reprendre celui de Laurence, parce que évidemment nous, l'IA nous intéresse en termes de transformation, c'est-à-dire que l'IA gadget, au début on a tous été un peu peut-être, il y a eu des étoiles qui ont un peu brillé, mais assez vite on revient sur Terre et on revient les pieds sur Terre. Il y a un enjeu de transformation, sachant qu'évidemment, en tout cas notre marché à nous, le marché de la formation, est un marché difficile en ce moment. La commande publique, par exemple, qui est un des leviers importants, est en réduction, donc on a un sujet de réadaptation aussi à un marché qui bouge, et l'IA peut être ce levier de transformation. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prend. Et nous, ce qu'on recherche, c'est de l'IA à impact. C'est pas de l'IA cosmétique, si je peux le dire comme ça. Nous, on a un peu un double enjeu, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu évidemment sur nos métiers support, nos métiers, et puis un enjeu aussi sur la formation, c'est-à-dire que les formations que nous proposons, alors c'est moins le sujet d'aujourd'hui, mais il est important pour nous aussi, c'est-à-dire que notre ambition aussi, c'est sur l'offre de formation, c'est qu'on ne se cantonne pas à une IA des
cols blancs, comme moi là, et nous, mais qu'il y ait aussi un peu l'IA des cols bleus et que nos formations, celles qu'on propose au métier de l'intelligence manuelle, on les augmente à l'intelligence artificielle. Donc les équipes augmentées, c'est aussi pour les contenus de formation de demain qu'on souhaite proposer aux individus. Alors nous, on est un peu plus tôt dans la démarche, c'est-à-dire que la direction que j'anime est toute récente, et c'est un peu avant l'été, donc on est plus aux prémices. Alors on commence à y voir clair sur ce qu'on veut faire, mais on n'a pas encore déployé d'opérations à grande échelle. Alors on a commencé à faire des tests, bien sûr, on avance sur quelques projets, mais voilà, on est plus sur la phase préalable en termes de méthode, et avec un choix initial important pour nous, c'est que nous n'avons pas logé l'IA à la DSI, nous l'avons logé en direct au COMEX. Alors évidemment en collaboration avec toutes les directions, c'est-à-dire qu'elle n'est pas isolée, mais il y a un choix assez stratégique de dire on la met en direct avec la direction générale pour qu'on puisse porter cet élément de transformation, encore une fois qui est clé pour nous. C'est l'IA pour transformer l'organisation et ce n'est pas l'IA pour la coller sur l'organisation. Merci beaucoup Olivier. Il y a deux choses qui m'ont interpellé et très intéressantes. Je crois savoir que vous formez à peu près 100 000 individus par an dans vos centres de formation, une centaine de centres de formation en France. Ça veut dire quoi mettre de l'IA dans vos offres de formation quand vos métiers derrière sont des métiers, vous l'avez dit et rappelé, manuels? Ça vient dans l'expérience du formé, de l'apprenant, ça vient dans son parcours également en face avec ses interlocuteurs de l'AFPA. Comment aujourd'hui vous imaginez cette offre augmentée, cette offre de services de formation de l'AFPA augmentée? C'est tout à fait le thème du jour également, de se dire comment l'IA peut aller alimenter, améliorer l'offre et améliorer le parcours de vos clients, qu'ils soient B2C ou B2B, puisque vous gérez les deux types de clients aujourd'hui à l'AFPA. Complètement. Je vais prendre un exemple qui parlera y compris à côté Saint-Gobain, Laurent, c'est-à-dire qu'on a des métiers qui se rejoignent avec les activités de Saint-Gobain. Je vais prendre l'exemple du plombier, du chauffagiste. Sur le repérage de panne, on a aujourd'hui des petits outils d'IA qui permettent d'écouter une machine et de repérer au son qu'elle fait peut-être l'hypothèse de la panne. Alors ça a l'air assez simple, mais c'est un outil assez intéressant. Donc ça accélère aussi mon intervention en tant que dépanneur, c'est-à-dire y compris d'aller ensuite chercher la notice parce que j'ai le bon agent sur la bonne interface qui me permet de trouver ça. Donc c'est assez simple finalement. Enfin, il y a du boulot derrière, on entend bien, mais c'est-à-dire que l'utilisation ensuite pour l'utilisateur final est relativement simple et elle accélère l'intervention. Donc là, c'est un cas d'usage très opérationnel et on regarde nous nos métiers, ces métiers manuels, pour se dire, je discutais l'autre jour avec des acteurs de la boulangerie, pour l'optimisation du planning d'ouverture avec le planning des équipes, en fonction du type du pain que je fais. Si je fais du pain au levain, les temps de pousse ne sont pas les mêmes que du pain pas au levain. Bon, voilà. Et donc la gestion de l'organisation et du travail n'est pas la même que sur du pain plus classique. Et donc si je veux ouvrir le plus possible sur des temps de vente importants pour maximiser ma vente, comment je fais pour gérer mes équipes avec ces temps de vente. Et il y a des outils d'IA qui se développent là-dessus. Donc voilà, l'intention, elle est assez simple. C'est effectivement que ces métiers traditionnels de bouche, de main, puissent aussi bénéficier d'outils d'IA. Et donc nous, comme évidemment on forme à ces métiers, on regarde comment intégrer ce volet IA et aussi avec, et là je rejoins le propos du début, c'est-à-dire que notre mission de service public emporte une mission sociale et qu'on a aussi une forme de responsabilité à ce que l'IA soit accessible au plus grand nombre et y compris aux personnes qui ne sont pas naturellement peut-être concernées par le sujet. Donc voilà, on a connu on a observé la fracture numérique sur des séquences précédentes. On veut aussi être un acteur pour éviter ce type de fracture et qu'on embarque aussi tous les individus autour de cette transformation à laquelle on croit, mais de façon assez lucide. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a eu les étoiles du début, mais je pense que maintenant, les uns les autres, nous atterrissons et donc on veut participer à ce mouvement aussi pour embarquer l'ensemble des individus qu'on accompagne et qu'on forme. Merci Olivier. Je vois qu'on est sur des cas d'usage très concrets et tout de suite, on démarre du métier, de vos métiers, le risque supplier, la boulangerie. Comment ça démarre une initiative IA pour des forces commerciales? Est-ce que c'est viral? Ça vient des commerciaux eux-mêmes? Il y a une forme de shadow équipement, chacun essaie, chacun trouve un petit peu son compte et ça se fédère et ça devient une organisation d'entreprise jusqu'à rejoindre le COMEX d'une organisation.
Est-ce que ça vient du COMEX? Est-ce qu'on est entre les deux? Enfin, comment ça peut se prendre vie? Et je vous laisse la parole là-dessus, Laurence. Je veux bien, parce qu'effectivement, c'est un chemin qu'on a parcouru un petit peu depuis, je dirais, mi-2023, quand on a commencé, un peu comme tout le monde, avec l'époque de l'expérimentation, des hackathons, de la culturation. Et puis, voilà, on s'attendait peut-être à ce que, justement, ça parte par des étincelles terrain. Alors, je dirais plutôt quand même fonction dans les sièges et fonction support, quand même, plus que nos forces de vente. Mais voilà, et force est de constater au bout de presque un an, on s'est dit mais on ne sort pas du bac à sable, voilà, on s'embourbait dans l'époque. Et là, au niveau COMEX, on s'est dit, on a eu la chance d'avoir une démarche de co-construction de vision partagée à 10 ans qu'on lance à la distribution, on va dire tous les 10 ans. Donc là, ça coïncidait avec ce départ d'une nouvelle vision Ambition 2035. Et dans les défis qu'on s'est mis, il y avait effectivement un levier d'utilisation de leviers de croissance par les nouvelles technologies. Et du coup, c'est là que le COMEX, on va dire, c'est vraiment à embarquer le sujet à un niveau vraiment stratégie d'entreprise. Et on a lancé ce qu'on appelle des chantiers chez nous, dont un qui est l'identification des opportunités de création de valeur par l'IA pour tous nos métiers. Et du coup, là, on est passé d'une démarche, voilà, portée COMEX, en se disant on va mettre des moyens. Maintenant, la question, c'est on les met où, les moyens? Parce que il faut se dire aussi que dans la construction, comme disait Olivier dans l'information, on n'est pas forcément dans le contexte économique le plus porteur. Donc, c'est d'autant pas facile de se dire on va mettre quelques millions dans un environnement en construction. Et donc, on va chercher du ROI. Donc on a fait coïncider en fait cette démarche d'initiative, et ça on sait bien faire à la distribution justement avec ces démarches, de continuer à laisser vivre les initiatives, de pouvoir identifier des pépites qui viennent en fait du terrain, et en même temps d'avoir une vision stratégique. Donc on a fait une étude vraiment assez large de toutes les verticales, de toutes les initiatives et les leviers que les interlocuteurs métiers pensaient trouver. On a fait un benchmark externe aussi, et on a fait une partie aussi quantitative, un peu d'analyse de PNL pour se dire où on peut aller chercher de la valeur. Et on a fait croiser tout ça, et ça nous a permis en fait d'identifier une vingtaine de cas d'usage prioritaires, et on en est à ce stade-là depuis, on va dire, T2. Donc, mais on s'est dit maintenant, au niveau des forces vives du siège, des moyens qu'on met, on va se concentrer sur cette quinzaine de cas d'usage. Voilà. Et dans les forces commerciales, donc on a 3-4. Évidemment, il faut choisir quelque part pour réussir à délivrer et sortir du bac à sable. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je mets votre recherche de ROI ou d'impact positif sur le PNL en perspective de l'étude du MIT. Elle a été publiée juste avant l'été, elle s'appelle State of AI in Business 2025. 300 entretiens, ou 300 en tout cas initiatives d'IA qui ont été screenées par l'équipe de recherche du MIT, avec des entretiens, des surveys, qui nous dit finalement, et qui douche un petit peu, et c'est hyper intéressant d'avoir ce débat-là, que 95% des initiatives n'ont pas d'impact direct positif sur le PNL, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact positif ailleurs. D'où la question et peut-être le débat ici. Quand on met en place des fonctionnalités d'IA, des parcours d'IA, des cas d'usage d'IA pour les forces commerciales, quelle est la première chose qu'on va rechercher? Évidemment, le PNL à un moment, mais aujourd'hui, dans ce que vous arrivez à mesurer, est-ce qu'il n'y a pas des impacts positifs avant le PNL facilement observables dans vos équipes et directement actionnables? En fait, il faut croiser les deux, parce que c'est vrai que ce facteur d'adoption, on peut très bien avoir peut-être des algorithmes ou des initiatives qui vont porter de la valeur en termes de performance commerciale, mais en fait, il va falloir qu'effectivement, ça soit adopté par les collaborateurs et les forces de vente. Et en fait, ce qu'apporte la GenAI, c'est ce côté, on vient venir impacter l'expérience du collaborateur. Et là, il voit une opportunité de se dire, waouh, je vais pouvoir, quelque chose qui vraiment va changer, plutôt qu'on m'envoie encore une xème donnée de recommandation d'aller voir tel ou tel client. Et donc ça donne vraiment un levier très positif, je dirais, un terrain fertile pour pouvoir envisager en fait l'accompagnement au changement. En toute honnêteté, moi, dans les contacts réseau, justement parce qu'on l'aborde aussi par des interviews, par regarder quels sont les points de friction en agence. Donc typiquement, on s'est rendu compte sur nos commerciaux sédentaires, on avait plus de 60% de leur temps qui était dédié à générer des devis, à préparer des devis, etc.
Et donc, ce cas-là, par exemple, est sorti prioritaire, que ce soit en termes de génération de valeur et en termes d'améliorer l'expérience collaborateur. Et donc, il faut réussir à mixer les deux, je pense, pour les premiers cas d'usage qu'on va venir apporter. Il ne va pas falloir se rater, j'aurais tendance à dire, parce qu'effectivement, on est aussi sur des cibles, comme disait Olivier, qui ne sont pas forcément hyper appétentes en termes digital. On a réussi la transformation digitale, maintenant c'est la transformation IA. Donc, il faut bien choisir ses premiers cas d'usage. Voilà. Merci beaucoup Laurence. Améliorer l'expérience collaborateur, vous êtes d'accord avec ça Olivier ? Oui, évidemment, alors, avec un peu un double enjeu, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une appétence et une forme d'inquiétude. C'est-à-dire que, parce qu'évidemment, quand on lit ici ou là, on se dit mais est-ce que mon poste de travail demain sera le même ? Est-ce que je vais être remplacé par l'IA ? Alors, bon, c'est un peu comme la vision un peu radicale qui a été présentée au début. Le tout automatique probablement n'arrivera pas tout de suite, ou peut-être pas du tout. Me remplacer en totalité non plus. Mais en même temps, ça interroge sur est-ce que j'existe de la même manière ? Est-ce que mon métier va bouger ? Comment ? Donc oui, et en même temps, il y a de l'appétence, parce que, et sur la question qui était posée, c'est-à-dire que comment tout ça se met en place, c'est beaucoup le shadow IA, c'est-à-dire que nous, c'est d'abord les usages internes, pas encadrés, pas accompagnés, qui font qu'il se passe des choses dans la maison sur des initiatives internes avec de l'IA disponible. C'est-à-dire que voilà, nous, les usages se font de cette manière-là beaucoup, et le sujet a été effectivement de sortir de ces expériences un peu isolées et de se dire, y compris, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'avec une conviction partagée avec mon collègue DSI, de se dire il faut qu'on ait une approche transversale sur cette question-là, sinon on va tomber sur la technologie, et que le sujet n'est pas que technologique, il l'est bien sûr, mais si on a cette logique de transformation, il faut avoir une vision transversale et pas simplement rentrer sur je plaque un outil sur une organisation qui ne serait pas forcément la bonne. Et donc moi, je milite en interne pour dire on doit regarder aussi l'organisation quand on amène les outils et pas simplement amener l'outil sur l'organisation. Donc, mais c'est bon, c'est une jolie phrase simple, mais à faire c'est pas aussi facile que ça. Et donc oui, le rôle du collaborateur est essentiel, sachant qu'aussi nous sommes EPIC, je le disais au début, donc on a une dimension publique et donc nos décideurs sont publics et il ne vous a pas échappé que même si on change de gouvernement, la trajectoire budgétaire n'est pas à l'augmentation de la dépense publique et nous sommes concernés directement. Donc on a aussi un exercice qui n'est pas simple aujourd'hui pour nous, comme d'autres, c'est d'avancer sur des projets avec un cadre où la dépense publique réduit, donc concrètement les finances qui nous sont attribuées par le secteur public diminuent. Donc comment on fait pour développer des nouveaux qui nécessitent de l'investissement, de l'innovation, dans un cadre contraint avec moins de finances pour le faire. Donc ça, c'est une quadrature du cercle pas facile à trouver. Merci beaucoup Laurence et Olivier. On vient d'effleurer le sujet de la technologie. Je pense que la transition est parfaite pour avoir la vision d'un éditeur, représenté aujourd'hui autour de cette table par Julien Tournier, donc directeur vente et revenus chez Salesforce. Alors justement, la technologie, parlons-en, parce qu'on tourne autour du pot sans complètement l'aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une IA couvre aujourd'hui Qu'est-ce que l'IA aujourd'hui chez Salesforce en termes de feuille de route, et qu'est-ce qu'elle couvre aujourd'hui en termes de cas d'usage pour les forces commerciales ? Alors déjà, peut-être remettre un petit peu les choses en perspective. Salesforce, une société créée il y a 26 ans autour des besoins de CRM et de la capacité à aider les gens à actionner de la donnée client, aider les entreprises à actionner de la donnée client. Et puis depuis maintenant plusieurs années, presque 10 ans, l'agrégation de la donnée, parce qu'effectivement un CRM n'a de valeur que si on connaît bien son client, comment je sers mieux mon client avec l'ensemble des données, pas juste les données de vente, mais les données d'usage, les données de contexte. Et au-dessus de ça, depuis 10 ans, comment j'ajoute une couche d'intelligence artificielle ? Alors effectivement, on en a parlé, nous on a commencé par de l'intelligence artificielle prédictive, aider à mieux forecaster, aider à mieux anticiper. Et donc on est aujourd'hui dans cette zone d'intelligence artificielle agentique où l'idée c'est de dire je vais devoir générer plus avec autant voire moins de ressources, on en parlait. Et donc, à chacune des étapes, j'ai besoin d'aider mes équipes. Je vais avoir besoin d'aider dans la prospection afin de m'assurer que toutes les pistes ou tous les clients qui s'inscrivent à un webinaire ou qui viennent télécharger un document sont bien relancés. Je vais besoin d'avoir
un accompagnement de mes équipes commerciales, avoir un coach à portée de main pour mieux l'aider s'il a des objections à traiter, à mieux le former sur des nouveaux produits, l'assister dans la création d'un devis, m'assurer qu'il vend le bon produit avec la bonne compatibilité. Et puis tout au long, pas juste la vente, finalement, avec les nouveaux modèles économiques, comment je vais accompagner tout au long du cycle de vie qui va être finalement la relation avec un agent de service, c'est aussi une occasion d'aller vendre des services additionnels. La relance au moment du renouvellement ou la relance au moment d'un impayé, c'est aussi le moment de discuter avec un contexte client. Donc aujourd'hui, on a une offre d'agents sur étagère qui vont traiter tous les points, mais pas que, parce qu'on permet aussi, avec toujours notre philosophie d'avoir des outils déclaratifs ou avec très peu de code, la capacité pour chacun de créer un agent qui va mieux, aider dans des cas particuliers. Et donc c'est toujours cette question, et si finalement mon commercial avait un coach particulier, et si l'agent qui est sur le terrain, qui va aller faire une intervention au terrain, avait lui aussi de l'information contextualisée pour savoir si il a une opportunité d'aller vendre un service additionnel, ou si les produits sont toujours là, ou s'il faut changer l'approche. Donc tous ces produits, à nouveau, permettent de couvrir l'intégralité du cycle de vente, mais du cycle de vente étendu de la gestion de la piste, voire même en amont, la gestion des prix. Et si j'avais un conseiller qui me disait, finalement, qui m'aidait à construire mon offre ou à modifier mes offres bundleisées pour s'assurer que je colle mieux aux attentes du marché. Merci beaucoup, Julien. Je crois que vous êtes venu avec quelques démonstrations. Absolument. Pour peut-être se donner les thèmes dans l'ordre, cette vue des agents. Alors, sujet passionnant, hein, c'est mon jumeau digital qui m'aide au quotidien en tant que commercial, de l'amont à l'aval et sur des cas d'usage précis, mais en même temps de manière assez généraliste, j'imagine, sur de la prise de rendez-vous, de la rédaction de devis ou de la constitution de devis. Donc on va regarder ça rapidement ensemble ici. On zoomera avec vous, Julien, sur la génération de devis. Je pense que c'est un vrai sujet et ça rejoint ce que vous nous disiez, Laurence. C'est un vrai sujet. Un devis, c'est des mathématiques, donc il faut être précis. On a des produits, des prix, des corridors peut-être de remise, etc. Mais enfin, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux. Comment l'IA aide à avoir cette rigueur et cette accélération dans la constitution de devis, simple ou complexe. L'extension du devis, c'est le contrat. Hein. Avant de lancer le service, on va avoir un super assistant, un super agent qui aide à contractualiser en piochant dans une bibliothèque de terms and conditions, enfin de conditions commerciales, pardon, et en fluidifiant les échanges entre un commercial et un juridique, le juriste n'étant pas commercial, le commercial n'étant rarement juriste lui aussi. Et enfin, un petit zoom sur les fonctionnalités autour du pitch commercial avec son client, qui se fait soit en présentiel, soit à distance, et de plus en plus à distance. Tout ça aidé par la technologie pour être plus percutant et mieux transformer et mieux convaincre également dans ces discussions avec le client. Donc, on vous propose quelques démonstrations. Julien, on vous laisse le micro évidemment pour le commentaire sur ces vidéos. Et donc on va pouvoir passer à la première vidéo où à nouveau l'idée d'AgentForce, c'est de pouvoir assister dans le cycle de vente tout au long, dans le B2B. Dans le B2C, on ne l'a pas couvert non plus, mais l'idée, c'est de pouvoir permettre, dans tous les cas d'usage, d'offrir un service VIP clé en main. Dans un site commerce généraliste, c'est de permettre à chacun d'avoir son concierge, son conseiller mode par exemple, ou son conseiller d'achat, même en professionnel. Je cherche à réaliser telle ou telle tâche. Quel est le bon produit qui va me permettre de le faire ? De la même manière, je vais aussi avoir besoin, dans un environnement B2B, d'avoir de l'aide. On travaille avec des équipes étendues, j'arrive sur une fiche de compte, j'ai besoin qu'un assistant me rédige peut-être un résumé des dernières interactions pour que j'arrive avec un minimum de contexte. Alors tout ça, ça se fait de manière à nouveau déclarative. L'idée, c'est de se dire comment je vais pouvoir créer rapidement, modifier finalement la tâche de mon agent, lui donner un contexte et surtout lui donner la source de données où aller chercher. Lui donner aussi le ton qu'il va utiliser. Est-ce que je gère telle ou telle cible et donc je vais devoir adapter un ton? Est-ce que je vais avoir un ton peut-être un peu plus moderne ou un ton un peu plus classique? Pour qu'à nouveau, on ressente vraiment l'impression d'échanger avec, de manière tout à fait naturelle avec une personne et non un robot comme on avait pu comme on a pu le voir quand on avait, dans l'époque où on lançait les premiers chatbots, où finalement les interactions étaient assez limitées, on avait un arbre décisionnel limité. Cet agent, il va m'aider à tous les niveaux du cycle de vente, on en a parlé tout à l'heure. Il va m'aider aussi à comprendre quelles sont potentiellement les poches où je peux aller faire de la vente additionnelle et
Pareil, voilà, enfin, toutes ces choses-là, pardon. À travers- On moi, va ce le voir que- plus dans les prochaines vidéos, en fait. Merci Julien. Moi, ce que je retiens, c'est l'acquisition des données, la centralisation des données qui vont permettre aux agents de générer des prédictions ou des analyses, entre guillemets. Ces analyses, elles sont soumises à la sagacité des équipes commerciales et sont déclinées en plan d'action. Et c'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas le système qui lui-même va faire l'ensemble de votre activité commerciale, de votre activité de vente. Elle va plutôt vous détecter les signaux faibles, vous proposer d'agir, vous recommander d'agir, voire même planifier pour vous votre prochain rendez-vous, votre prochain brief client dans votre agenda. Et elle va, en ce sens, vous faciliter évidemment la tâche, mais vous faire gagner énormément de temps. Donc il y a une logique aussi de fluidité dans ce parcours, de recommandations, tout ça ne pouvant fonctionner évidemment que dans une plateforme sur laquelle on a l'ensemble de la donnée du client. On l'a vu dans les images, on a la connexion avec les emails, donc les échanges des clients, l'analyse de ces emails qui permettent de détecter certains éléments de sentiments, de ressentis, de perception par rapport à une offre, un devis ou un échange à venir. Donc tout ça dans une même plateforme, effectivement, fait gagner du temps et remet le commercial dans son vrai rôle de commercial, dans son relationnel, sur la base de signaux faibles qui lui ont été, je dirais, pré-mâchés ou sur lesquels il a été largement aidé. Merci Julien pour ça. Rentrons peut-être dans la phase du devis, maintenant, les choses mathématiques, comme j'aime à le rappeler régulièrement. Et donc, sur cette deuxième vidéo, on va voir finalement le processus du devis, création du devis. Donc, je pars d'une opportunité, je vais avoir des échanges avec un client. Et là, je vais avoir un agent à portée de main avec qui je vais pouvoir échanger. J'ai un contrat en cours, est-ce que je souhaite ajouter tel ou tel produit, je souhaite faire un amendement, je souhaite faire quelques interactions commerciales. Je vais pouvoir demander à cet agent qu'il le fasse pour moi. Dans une première étape, je vais lui demander déjà de créer un devis en lui disant « ajoute-moi tel ou tel produit, tu vas m'ajouter cette solution en logiciel, ce bundle, on va le créer avec un contrat de 3 ans, avec une date d'activation dès maintenant ». On va aussi s'assurer qu'effectivement le bundle que je vends, il est délivrable. Je ne vais pas vendre une voiture, si j'ai un besoin de voiture pour 6 personnes et que je vends une voiture pour 4 personnes, forcément on va avoir un problème. Donc cet agent va m'accompagner tout au long. Il va me permettre aussi de me donner des idées sur les calculs des prix, sur les devis. Finalement, est-ce que ma remise est une bonne remise? Est-ce qu'elle correspond aux remises du marché par rapport à ce que je vois sur les autres environnements? Et il va me permettre de créer ce devis qui va être à nouveau 100% à la demande du client et que je vais pouvoir partager. Alors dans un premier temps, effectivement, on a cet agent qui est disponible depuis le CRM, mais dans notre vision, c'est qu'on ne va pas forcément agir que depuis le CRM. On a besoin de pouvoir le faire si je suis en mobilité, peut-être depuis Slack, je vais pouvoir commencer à rédiger ce devis, voire même écouter la conversation téléphonique lors d'une réunion, j'échange et je vais gagner ce temps en analysant la conversation que je vais avoir avec mon client et en pré-mâchant ce devis. L'idée, c'est effectivement, d'ailleurs, je puisse avoir la main pour pouvoir le modifier, faire les ajustements, mais je vais vraiment permettre d'offrir un gain de temps à mes équipes commerciales en les assistant et en ayant finalement chaque commercial a un assistant personnalisé. Merci beaucoup Julien. Fluidité, efficacité, je pense que c'est les mots qu'on retiendra. J'imagine qu'il y a aussi la fluidité, l'efficacité dans la phase de contractualisation. Et parce que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les phases de contractualisation sont parfois un petit peu désolidarisées de l'activité CRM ou même du processus de vente et du CPQ. Et donc, l'idée, c'est de se dire, je vais avoir des clients qui ont des demandes de plus en plus particulières et de plus en plus spécifiques. Mon contrat général ne va pas forcément leur plaire, mais j'ai plus de commerciaux, plus de demandes et toujours autant de personnes au service juridique. Alors, le but du jeu, ce n'est pas non plus que le commercial s'improvise juriste, parce qu'il y a beaucoup trop d'impact et donc ça ne fonctionnerait pas. Mais finalement, je vais pouvoir, grâce à cet agent, générer un contrat général et demander d'avoir des ajustements. Je vais peut-être avoir une clause particulière parce que mon client est dans une région et que mes clauses générales ne fonctionnent pas. Je vais demander à cet agent de pré-générer une clause spécifique pour ce client. Et cette clause va être bien évidemment soumise derrière à l'approbation de mon juriste, mais finalement mon juriste n'a pas besoin d'aller solliciter peut-être un clerc ou de passer du temps à générer cette clause. On va lui permettre de lui aussi de gagner du temps, d'avoir cet échange dans le cadre du CRM. Donc je vais savoir que la demande de clause, elle est compatible avec le contrat que j'ai déjà en place ou avec les choses que j'ai déjà mis en place. Et à nouveau,
permettre de libérer du temps en générant cette approche pour que derrière, je puisse intégrer cette clause particulière dans un contrat et permettre de contractualiser la vente. Je vais aussi avoir un agent qui va me permettre d'analyser mes contrats ou peut-être mes renouvellements et s'assurer que j'ai peut-être une poche de négociation à avoir parce que j'ai des contrats des clients dont les contrats sont en fin de service ou j'ai des obligations de service dans mes contrats. Et donc, cet agent va aussi me permettre d'identifier les endroits où je suis en sous-livraison de mes obligations, où j'ai aussi l'opportunité de relancer un client en lui disant voilà, on s'était engagé à venir chez vous X fois, vous nous avez moins sollicité, comment pouvons-nous continuer à travailler ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner? Tout ça, ça s'intègre dans notre outil de gestion de cycle de vie des contrats qui s'appelle Salesforce Contract, afin d'avoir cette interaction contractuelle complètement intégrée à l'interaction avec le client. Merci beaucoup Julien. Allez, un dernier pour la route, parce que tout ça se complète. On voit beaucoup de cas d'usage, on voit des cas d'usage qui ont été évoqués aussi dans l'échange à bateau rompu qu'on vient d'avoir également, donc très intéressant. Un dernier, c'est peut-être avoir cet agent, ce coach, quand on est en interaction directe avec un client, celui qui nous dit ou qui nous aide à détecter les signaux forts ou les signaux faibles dans une conversation, savoir si la compétition a été citée, savoir si les offres que nous on propose en portefeuille semblent correspondre au discours que porte le client et en décliner évidemment toutes les actions commerciales à mener par la suite, de l'offre à proposer jusqu'à l'ensemble des étapes de la démarche commerciale à venir, les rendez-vous, etc. Ça s'appelle Conversation Insight, si ma mémoire est bonne. On vous laisse commenter, Julien, pour cette dernière démonstration. Absolument. Donc, pour réussir ces échanges avec ces clients, effectivement, on a plusieurs agents. On a des agents de développement commercial qui vont faire des relances ou en tout cas faire vivre un intérêt client. Et puis, on va avoir effectivement cet agent qui va analyser les conversations que je vais avoir. Ils vont, sur la base des enregistrements, des réunions que vous avez sur quel que soit le véhicule technologique que vous utilisez, on va pouvoir analyser le sentiment du client, analyser les points d'accroche, les points d'intérêt, quels sont finalement les moteurs de décision de client, pourquoi mon client veut changer, quels sont les mots-clés qu'il a cités, et puis aussi avoir des informations. Finalement, je regarde telle concurrence, je cherche telle fonctionnalité. Et pour les équipes commerciales qui doivent faire face à des évolutions technologiques qui sont toujours de plus en plus rapides, leur capacité de leur proposer le bon plan de formation, en tout cas le bon plan de réaction, afin de traiter les objections du client et de s'assurer que j'ai les bonnes cartes en main pour convaincre ce client. Alors comme tout cela vit dans le CRM, je vais aussi avoir toujours cette notion de contexte. Je vais pouvoir partager ça avec mes équipes. Si jamais l'agent n'a pas la réponse immédiatement, il va me proposer des personnes avec qui je peux interagir. Et puis derrière, je vais pouvoir faire vivre cet agent en l'alimentant à nouveau. On me parle de tel ou tel concurrent. Quels sont mes avantages technologiques ou mes avantages qui me différencient et qui me positionnent mieux que mon concurrent, et s'assurer que tout cela est partagé dans le CRM et partagé avec mes collaborateurs, ce qui fait que si quelqu'un d'autre recite ce concurrent, eh ben, j'aurai le même niveau de base de connaissances partagé à tout le monde. À nouveau, l'idée, c'est de permettre à tout le monde d'avoir son coach personnel, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est simple, mais dans un environnement où on demande plus avec autant de ressources, il est important de pouvoir accompagner ses collaborateurs et mieux les former à la concurrence et à comment réagir à cette concurrence. Merci infiniment Julien. On a le temps pour une question qu'on nous a partagée et qui nous permettra, je pense, d'avoir le mot de la fin. Je vais l'adresser à Laurence et Olivier. S'il y avait un cas d'usage et que vous aviez une baguette magique aujourd'hui, plus de contraintes techniques, technologiques, de données, d'adoption, de tout ce que vous voulez, un cas d'usage d'IA au service de la force commerciale que vous pourriez imaginer et qui serait le plus impactant pour vous, est-ce que vous pourriez le citer et nous le donner? Je commence par vous, Laurence. Alors, impactant, comme on le disait, pour la société, je dirais, pour la compagnie, pour la performance commerciale, on revient sur la génération de devis, parce que derrière, il y a énormément de briques. Il y a la compréhension du langage naturel, parce que nous, on a une culture orale très forte chez Point P, par exemple. Et donc, compréhension d'une demande en langage naturel, retranscrire ça en produits et en articles SGDBF, avec une compétence métier dessus, puisqu'on est dans le cadre d'un chantier
Donc, on m'a demandé tel produit, mais je conseille, donc je vais chercher des produits complémentaires, etc. Une notion de pricing, évidemment, sur la performance commerciale, en se disant, le commercial a toujours peut-être son biais de dire, moi, je veux remporter l'affaire, donc je vais forcer le prix tarif, alors que l'IA va être, comme tu dis, un peu plus mathématique, elle va dire, moi, je fais une reco, voilà, ajustée. Donc, celui-là est derrière, effectivement, de faire cette proposition au commercial, donc très important, garder l'humain, revoir effectivement tout ça par l'humain qui lui se sent après confortable d'envoyer ce devis et d'avoir après évidemment toute cette boucle aussi que présentait Julien qui est d'accompagner aussi sur le pitch commercial, sur que le commercial gagne en confiance pour aller aborder, vendre ça à son client et comprendre pourquoi on lui conseille ou l'IA lui conseille de faire ça. Donc celui-là il est vraiment voilà, de bout en bout. C'est une mine d'or. Il faudra une belle baguette magique, mais voilà. On a bien compris. Ah non, mais l'expertise, je pense qu'on va, voilà, on va y arriver parce que les brides techno, maintenant, elles arrivent tellement vite, elles progressent tellement vite. Et par contre, ce n'est pas que de la techno, ça va être effectivement tout l'accompagnement au changement qui va être le défi autour de ça. Et l'expertise métier qui reste au cœur de tout ça, évidemment. Tout à fait. Olivier, un dernier mot? C'est-à-dire que ce qui remonte souvent côté commerciaux, c'est la part du temps administratif qui est lourd, qui est vécu comme très lourd. Et en même temps, quand on essaie de faciliter, l'accès à la donnée n'est pas toujours si facile. Donc peut-être un des enjeux que je vois, c'est plus l'interaction entre l'utilisateur et l'IA que l'IA toute seule. C'est-à-dire que c'est comment j'ai le bon intermédiaire, le bon agent, la dimension vocale évidemment, on partage cette culture orale aussi à l'AFPA. Donc c'est comment je fais rejoindre une attente forte, notamment et très clairement sur la part administrative qui embarque le devis par exemple, avec comment je facilite cet usage-là, parce qu'il n'est pas... Une fois que j'ai dit ça, il n'est pas si facile que ça à remettre en œuvre. Et donc, c'est comment je trouve les bonnes façons d'embarquer les équipes. Et évidemment, c'est une question d'accompagnement au changement, comme souvent dans ces sujets. Beau programme. Merci beaucoup, Olivier, Laurence, Cyprien et Julien. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Ce webinaire sera disponible en replay. N'hésitez pas à nous contacter sur tous les réseaux sur lesquels nous posterons évidemment ce webinaire, à contacter également nos clients et nos partenaires et on se fera un plaisir de continuer à prolonger l'échange et à répondre à vos questions. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.